De l'Écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Nous parlerons d'innovation et puis nous retrouverons dans la deuxième partie nos critiques attitrés Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux qui débattront de l'euro, de l'indice des prix. Avant que nos chroniqueurs Stéphanie Colo, notre bibliothécaire, nous plonge dans le passé au 19e siècle et que notre globetrotter Benahouda Abdelhaim, lui, nous fasse voyager dans l'espace en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis cette semaine. N'oubliez pas notre page Facebook, notre compte Twitter. On démarre tout de suite avec nos invités. C'est entendu, la révolution digitale, comme aucune autre avant elle, impacte absolument tous les aspects de notre vie. La façon dont on travaille, la façon dont on apprend, la façon dont on se déplace, la façon dont on se soigne, la façon dont on se distrait, dont on se loge, dont on se nourrit. La façon dont on invente et dont on innove. Et c'est sur cet aspect que nous allons nous concentrer aujourd'hui, parce que c'est sans doute le plus crucial, non seulement sur le plan technologique, mais aussi sur le plan social, et parce que c'est aussi le plus piégeux. Nos deux invités du jour, qui vont nous remettre la tête à l'endroit dans un monde qui réfléchit souvent à l'envers, sont d'abord Thomas Huy. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, vous êtes maître de conférence à Télécom Paris Tech. Vous enseignez aussi à Sciences Po et à l'ESSEC et vous publiez Le demi-tour numérique quand le digital oblige à innover à l'envers, publié par Première Édition, un livre aussi limpide que son titre est abscon, mais ça, vous nous expliquerez ça. Et puis notre deuxième invité, c'est Jacques Blamont. Bonjour Jacques Blamont. Bonjour monsieur. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes une légende de l'exploration spatiale. Vous avez été le premier directeur scientifique et technique du CNES. Je viens d'apprendre que c'est vous qui aviez eu l'idée d'installer notre base de lancement spatial à Kourou, en Guyane. Et vous publiez Réseau, le pari de l'intelligence collective, un livre qui nous donne des clés à la fois technologiques et sociales. Vous allez voir, c'est absolument passionnant et c'est aux éditions du CNRS. On commence avec vous, Thomas Huy. Alors, je vous l'ai dit, je trouve que votre livre est fabuleux. Le titre est pas hyper clair. Donc on va clarifier. Vous dites la révolution digitale oblige à innover à l'envers. Concrètement, ça veut dire quoi, innover à l'envers ? Alors le terme innover à l'envers, c'est le terme que j'ai trouvé le plus approprié pour littéralement spécifier ce mouvement de bascule que doivent opérer les entreprises. Elles doivent désormais opérer leur révolution copernicienne, autrement dit, elles doivent renverser leur processus d'innovation pour agir avec le numérique. Et donc, vous explorez finalement, j'allais dire presque 10 certitudes qu'on avait dans le monde d'avant pour réussir une innovation, et vous dites, il faut faire absolument le contraire. Alors on commence par exemple avec l'idée qu'il faut se projeter à moyen terme en faisant l'hypothèse d'un futur prévisible. Or vous dites, non, le futur n'est plus prévisible. Non. En fait, en économie, on parle de toutes choses égales par ailleurs, et en fait, toutes les choses ne sont plus égales par ailleurs. Et ce livre, je dois dire que je l'ai fait aussi pour populariser des résultats de recherche. Ouais. Et il y a un résultat de recherche qui a été donné par une femme qui compte beaucoup pour nous, chercheurs en entrepreneuriat, qui s'appelle Saras Sarasvati. Ouais. Et elle développe le concept de l'effectuation. Alors, l'effectuation, juste pour faire passer l'idée, c'est un concept qui s'oppose à un rationnement qu'on appelle causal. Alors, je vais pas jargonner. Ça marche comment, le raisonnement causal ? Alors, en gros, si ce soir vous voulez faire un super dîner, les gens causaux vont d'abord l'imaginer. Ils vont se dire, ok, je veux faire des pâtes à la carbonara, et les pâtes à la carbonara, ça va être leur objectif. Et puis ensuite, comme ils sont causaux, ils vont s'intéresser aux causes pour atteindre cet objectif. Donc, ils vont faire les courses, ils vont éventuellement regarder la recette sur Internet, et puis l'exercice d'innovation va être d'être le plus près possible de l'objectif qu'ils ont prédéterminé. Ouais. Quelqu'un qui est effectuel... Pas crème fraîche dans la vraie recette des carbonara, par pitié. Jamais. Voilà. Jamais. Et en fait, quelqu'un qui est effectuel, c'est quelqu'un qui agit complètement à l'inverse. C'est quelqu'un qui va ouvrir son frigo, regarder ce qu'il a en sa possession et entrer dans des boucles de test and learn, goûter. Et puis la fin de l'histoire est importante. À la fin, il arrive à un endroit qu'il n'aurait jamais imaginé. Ça, c'est Mark Zuckerberg qui invente Facebook, on est d'accord ?
Mark Zuckerberg n'a jamais voulu créer Facebook. Mark Zuckerberg a voulu faire marrer ses potes. Ouais. Et il se trouve qu'il a un product market fit. Alors un product market fit, c'est-à-dire que les gens se loguent massivement sur son application. Et donc il en déduit que il y a une appétence du marché pour sa solution. Ouais. Et donc il rentre dans cette boucle de test and learn. Et à la fin, ça devient Facebook. Mais jamais il n'a préjugé de ce qu'il voulait faire initialement. Et c'est la force désormais des entrepreneurs, c'est de ne pas être déterministes sur l'innovation qu'ils veulent apporter au marché. Ouais, et de pas parier sur un futur qu'en fait on ne peut pas prévoir. Vous citez l'exemple par exemple de Nokia. Vous dites qui aurait pu prévoir que Nokia allait s'effondrer en l'espace de quelques années aussi vite. Alors vous parlez aussi du marché de la rencontre aux États-Unis. Oui. Alors, parce que j'ai voulu faire une distinction entre le monde du hardware, ouais. donc le monde de Nokia, et le monde du software. Nokia, en 2008, représentait 45% de part de marché. Donc, la moitié d'entre nous avait un Nokia à cette époque. Et en 2013, donc 5 ans après, ils n'ont que moins de 5% de part de marché. Donc dans le monde hardware, on peut péricliter en 5 ans. Ouais. Mais je prends le marché de la rencontre parce que le marché de la rencontre, c'est du software. Et en 2013, aux États-Unis, 3 acteurs se partagent le marché de la rencontre: OkCupid, Match.com et Zoosk. Tinder arrive en juillet 2013. Ouais. 4 mois après, Tinder a pris 80% de part de marché. Ils sont tous balayés. Donc, dans le monde du software, on peut péricliter en désormais 4-5 mois. Alors, tout risque est soit une menace, soit une opportunité. On peut aussi prendre des marchés dans le software en quelques mois. Alors, moi, ça m'a surpris aussi, l'idée suivante. Vous dites, il faut pas prendre de décisions lourdes sur la base d'intuition. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites, il faut surtout pas faire ce qu'a fait Steve Jobs, par exemple. Non. Avant, dans le monde qu'on appelle brick and mortar, celui qui n'est pas digital, les managers étaient managers parce qu'ils savaient mieux que les autres. Dans un monde parfait. Pourquoi ils savaient mieux que les autres? Parce qu'ils étaient mieux éduqués, donc ils avaient développé des compétences analytiques, et donc ils avaient cette capacité à pouvoir manager par les chiffres, à designer les problèmes. Et puis ils savaient mieux que les autres parce que ils avaient accès à une information que les autres n'avaient pas. Et ce que renverse le digital, c'est que désormais ces compétences analytiques sont finalement plus exactement les compétences qu'on attend avec le digital. On ne cherche pas à designer les problèmes, mais plutôt à les résoudre. Et donc, il ne faut pas être un problème designer, mais plutôt un problème solver. Et le deuxième point, c'est que désormais, l'information est commoditisée. C'est-à-dire que tout le monde a accès à la même information. Et donc, c'est la raison pour laquelle les managers, désormais, ne savent pas mieux que les autres, ou en tout cas, le meilleur manager de l'innovation, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas, et qui va donc aller chercher les outils pour savoir, et donc, c'est la data. La seule façon, vous dites la seule façon d'évaluer une idée, c'est de la tester. Exactement. En fait, l'innovation n'est pas un jeu de croyance. L'innovation est un jeu scientifique. C'est un jeu scientifique, sauf que vous montrez l'exemple dans votre livre de 2 sites internet qui, à 99,8%, sont identiques sur la page d'accueil, sur la promesse, et des sites touristiques, je crois, et il y en a un qui cartonne et l'autre qui marche pas. C'est exact. Et c'est pour ça que l'innovation est à la fois une boîte noire. On ne sait pas pourquoi le site qui remporte et qui transforme davantage de clients marche mieux que l'autre. Donc personne ne sait trop. C'est pour ça qu'en fait, il faut réussir à étouffer ses intuitions. Et surtout, l'entrepreneuriat ou l'innovation, c'est désormais de l'orfèvrerie. C'est pas des grands mouvements stratégiques où on va dépenser des millions d'euros et beaucoup de temps pour développer une innovation. C'est de l'orfèvrerie, et c'est la raison pour laquelle il faut rentrer dans des boucles très itératives et très rapides de test and learn. Alors, vous dites avant, il fallait, on concevait un produit, on le produisait et on le vendait. Vous dites maintenant, c'est le contraire. Maintenant, il faut le vendre avant de produire. Il faut d'abord vendre et ensuite produire. Effectivement, la séquence était plutôt logique. On produisait d'abord et puis on vendait ensuite. Mais le problème, c'est que pour produire, il faut dépenser beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et puis quand on va au marché, on s'aperçoit que le marché n'achète pas toujours. Et donc, ce qu'ont fait les startups et ce qu'elles nous ont appris, c'est que précisément, elles ne produisent que ce qui a été préalablement vendu. On vend d'abord, on produit ensuite. Alors, moi, bêtement, je croyais que dans ce monde-là, il y avait une énorme prime pour celui qui avait l'idée géniale. Vous dites Tinder, machin, etc. Ah, par contre, non, Tinder, c'est un mauvais exemple, parce que vous avez... Mais je pensais qu'il fallait être le premier. Et il y avait une énorme prime au premier. Et ben, vous dites surtout pas, il faut pas être le premier. Non. D'ailleurs, Tinder, c'est pas le premier, la preuve. Oui, tout à fait. Exactement. C'est pour ça que je dis que l'exemple est pas bon. Alors, je déroule dans le livre une preuve empirique. Tous les produits stars qu'on utilise existaient déjà dans une version préliminaire et n'ont pas rencontré le succès. Facebook existait avant Facebook, ça s'appelait Harvard Connection et ça s'appelait même Friendster. Alors, être les premiers, vous dites, pas question. Mais au moins, pour moi, la clé de la réussite, c'était de dire, on va copier ceux qui réussissent. On va copier les champions.
Et là encore, vous nous dites, bah non, il faut surtout pas copier les champions. Non, il faut plus copier les champions, il faut au contraire s'inspirer des échecs. Alors, le biais dans lequel on tombe lorsqu'on copie les champions, c'est ce que les statisticiens connaissent bien, c'est le biais des survivants. Alors, pour expliquer ce qu'est le biais des survivants, je peux raconter une petite anecdote qui vient de la Seconde Guerre mondiale. L'armée de l'air britannique, en fait, ça meurt au combat. Donc, ils se disent, lorsqu'un avion revient sur le territoire anglais, je vais passer l'avion à l'audit pour voir où cet avion prend les balles. Les avions prenaient les balles dans les ailes et donc, contre mesure, ils renforcent cette zone des appareils. Ils renvoient les avions au combat et quel a été l'effet de la mesure protection des ailes? Aucun effet. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont fait cette erreur méthodologique du biais des survivants, c'est-à-dire qu'ils ont regardé les avions qui étaient revenus sur le territoire britannique. Mais s'ils avaient regardé les avions morts au combat au-dessus de l'Allemagne, les balles se logeaient dans le réservoir. Et donc s'il y avait une zone à protéger, c'était plutôt le réservoir. En matière d'innovation digitale, en matière d'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Si vous souhaitez créer un réseau social et que vous essayez d'identifier le champion, donc Facebook, pour copier les facteurs clés de succès de Facebook, ce que vous oubliez, c'est que les méthodes agiles qui ont été mises en place par Facebook, bien, des startups, de nombreuses startups les ont mises en place et sont mortes au combat. Inspirez-vous des échecs et ne copiez plus les champions. Alors, dans un monde où tout paraît technique, on se dit que il faut avoir une rigueur scientifique sans faille. Et vous dites, bah non, l'exemple de Google nous prouve qu'il faut surtout pas être scientifiquement exact. C'est exact. Alors, en fait, effectivement, pendant très longtemps, les meilleures technologies gagnaient. Et c'est la raison pour laquelle les grands groupes ont eu des R&D remplis d'ingénieurs brillants. Vous aviez la meilleure technologie, vous remportiez les marchés. Et désormais, ça n'est plus le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension qui vient par-dessus l'exactitude scientifique, qui s'appelle l'expérience utilisateur, considérer le design au sens large. Alors pour faire passer cette idée, parce qu'elle n'est pas évidente, je prends l'exemple de Google. Du pantalon. Exactement. Alors, on achète sur Google. Exactement. Alors, si je vous donne le cahier des charges, considérez que Google n'existe pas. Je vous donne le cahier des charges, construisez-moi Google. Alors comme vous avez des... Moi je vais vous dire, il faut que je sache, avant de proposer un pantalon, si j'ai affaire à un homme, à une femme, à un gros, à un maigre, etc., etc. Votre tentation va être de faire passer un questionnaire parce que si c'est un homme qui tape le mot pantalon, il faut lui ramener un pantalon pour homme, et puis si c'est une femme, il faut lui rapporter un pantalon pour femme. Et donc vous allez être tenté de faire un petit questionnaire pour savoir qui est devant le PC. Et vous allez ensuite lui apporter l'information la plus pertinente. Si vous faites ça, vous avez parfaitement raison du point de vue des cahiers des charges que je vous ai confié. Sauf que vous avez fait quelque chose qui est inacceptable du point de vue de l'expérience utilisateur. La force de Google, quand il sort dans sa version bêta, donc il ne vous a pas encore cookifié pour savoir si vous êtes un homme qui aimait tel ou tel pantalon, eh bien c'est précisément d'avoir une expérience utilisateur incroyable parce qu'il n'y a qu'un seul bouton. Et donc vous avez construit un dispositif bien meilleur que Google, mais Google remporte le marché parce que du point de vue de l'expérience utilisateur, c'est imbattable et c'est bien supérieur à ce que vous avez construit. Dernier point, et ça va nous permettre de passer à la parole à Jacques Blamont. Vous dites, en fait, pour réussir aujourd'hui, il faut pas venir du sérail. Non. Et effectivement, c'est ce qu'on voit dans la conquête spatiale aujourd'hui, où les nouveaux champions de la conquête spatiale, ils viennent pas du tout du monde de l'aérospatial. Non, ça fait une transition parfaite. Celui qui est arrivé de l'extérieur sur de nombreux marchés, c'est Elon Musk. Dans l'aérospatial, il crée SpaceX. Et en fait, la force de ceux qui viennent de l'extérieur, c'est précisément de ne pas être dans ce qu'on appelle la path dependency en sciences cognitives. C'est-à-dire que lorsqu'on est ancré sur sa verticale, sur son secteur d'activité depuis de nombreuses années, alors on s'est habitué à certains principes. Ce que Elon Musk appelle ses premiers principes. Et ces premiers principes sont souvent absurdes. La force des gens qui viennent de l'extérieur, c'est précisément de pouvoir remettre en cause ces principes et ces premiers principes sur les secteurs d'activité. Alors, Jacques Blamont, on va y arriver.